Alors, première chose, il y a eu des interventions tout à fait intéressantes ce matin et ce que je vais vous dire va évidemment croiser certaines choses qui se sont dites. Le projet du mémorial du camp de Rivesaltes, il s'élabore, il se pense dans un certain nombre de constats et de prise en compte de certains paramètres. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire un projet pour un lieu tel que celui-là en essayant, et ça rejoint un peu ce qui a été dit ce matin, en disant on va calquer des choses. On est des professionnels des structures culturelles et on va dire ben, on fait comme ça donc on va calquer. Non. La question c'est d'abord, il faut étudier le lieu, il faut en prendre conscience de sa singularité, parce que si on veut bâtir un projet, c'est évidemment, si on veut être juste, enfin, je veux dire avoir de la justesse, il faut, je pense vraiment que les choses soient enracinées dans ce type de constat. Alors le premier constat important, on en parlait avec Madeleine à l'instant, et Sonia, et Nicole, c'est que ce mémorial, il ne vient pas de n'importe où. C'est que d'abord, il est le fruit d'un combat. Et là, je parle de la création du mémorial, puisque l'histoire du camp, qui est singulière aussi, vous la connaissez, hein, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon pour rappeler que ici, nous n'avons pas un mémorial, nous en avons 4, voire plus. Puisque entre toutes les périodes dont je vous ai parlé ce matin, ça met en jeu d'abord des rapports à l'histoire différents, des rapports aux questions mémorielles différentes, des rapports aux concurrences mémorielles éventuellement. Donc tout ça est très délicat. Quand on parle de la construction d'un mémorial, il faut prendre en compte que le combat qui a été nécessaire pour que nous soyons ici aujourd'hui, c'est un combat qui a à peu près 20 ans. Et que forcément, quand on pense un projet pour un lieu comme celui-là, il est évidemment impératif de se dire nous ne sommes que les héritiers d'une chose très singulière qui est la société civile qui se mobilise pour que ce lieu ne soit pas rasé, des associations qui se constituent avec un intérêt très vif. Et je ne vais pas rendre hommage au travail de Madeleine et de tout le monde, mais c'est très important. Ça veut dire qu'on suit des choses qui ont déjà été faites. Donc il ne s'agit évidemment pas de dire, d'être respectueux, enfin d'ériger ça en icône, mais il s'agit de se dire, s'il y a eu une volonté citoyenne, politique, pour faire que celui existe, alors il faut en tenir compte, parce que forcément, le projet doit tenir compte de ce paramètre-là. La deuxième caractéristique du constat, on en a parlé aussi ce matin, c'est que, et moi je trouve que Thierry Duclerc a eu un propos vraiment singulier, courageux, enfin en tout cas osé, c'est de dire qu'il y a un moment, il faut aussi qu'on se mette en face de ses échecs, ou en tout cas de ses faiblesses. Et moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup et que parfois je répète, c'est que si on considère que la jeunesse française qui vote dans ses 2 tiers pour des idéologies extrêmes, intolérantes, dangereuses, pour moi, ça interroge quand même sur ce qu'ils ont traversé, y compris dans les parcours scolaires qu'ils ont faits. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dire que les professeurs ne font pas leur travail, bien sûr. Il s'agit de dire que quand même on peut poser un constat sociétal, que les lieux de mémoire comme d'autres doivent être extrêmement attentifs dans la transmission de ce qu'ils ont à dire sur ces paramètres-là. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et enfin, dernière chose, c'est que nous vivons au XXIe siècle et que, on en a aussi évoqué la question ce matin, c'est que les paradigmes qui ont ce consensus sur le fait de dire ben, nous allons raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, donc forcément cette information va rester dans les esprits et va faire de nos jeunes des citoyens, force est de constater que nous sommes dans un monde complexe qui nécessite du coup d'élaborer une pensée qui va revendiquer cette complexité. Voilà, donc ça c'est les 3 choses. Bon. Et dernière chose,
avant d'entrer plus précisément dans le sujet de la transmission, c'est de se dire qu'un lieu comme celui-là, donc, ne doit pas être fermé sur lui-même, malgré son architecture, ou à cause de son architecture, mais doit bien se dire que son travail premier, c'est d'aller rencontrer les publics, où ils sont. Vous savez, l'époque de Malraux, de cet opiomane de génie qui disait il y a les maisons de la culture, et puis les gens vont tous aller voir la culture parce que c'est naturel. Non, on le sait maintenant. Et du coup, il faut se dire que notre travail au quotidien, ça a été évoqué aussi par Dominique, c'est d'aller rencontrer les gens qui se disent que cette histoire ne les concerne pas, qu'il ne faut pas la raviver, que tout ça, c'est vraiment pas bien. Et donc, c'est d'aller chaque fois rencontrer les gens là où ils sont. Du coup, on ne peut pas envisager un projet de transmission et un projet pédagogique sans immédiatement aborder son corollaire qui est à qui on parle et pourquoi faire, et du coup, évoquer la question politique, de dire mais à quoi on sert. Voilà, ça c'est. Je voulais poser ça en préambule. Du coup, sur quoi repose ce projet? Je vais distinguer deux choses, la transmission et la pédagogie, qui pour moi ne participent, enfin, ne répondent pas tout à fait aux mêmes critères. Évidemment, nous sommes là pour transmettre. On est là pour transmettre quoi? On est là pour transmettre une histoire, des histoires. On est là pour transmettre des mémoires. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, on soit conscient que tout ce qu'on a à transmettre, c'est problématique, c'est hypersensible, et ça nécessite d'abord beaucoup de modestie, ne jamais perdre de vue que nous avons de la chance d'être ici, que nous travaillons en mémoire des plus de 50 000 personnes qui ont souffert et qui sont morts ici, sans pour autant, bien sûr, se situer dans une perspective mortifère ou morbide, puisque notre travail au quotidien, c'est de fabriquer du vivant avec de la mort, mais se dire que c'est un lieu singulier, un lieu de mémoire, parce que nous avons toujours une conscience aiguë des drames qui se sont passés ici. Parce que quelque part, le travail que nous faisons, alors je mets ça entre guillemets, bien sûr, hein, mais c'est une forme de réparation, c'est une forme de restitution des valeurs, des principes qui ont été oubliés sur ce camp. Alors, en quoi ça consiste de transmettre? C'est très simple. Pour moi, ça consiste à créer des rencontres. On a évoqué ce matin la question du lieu. Moi, je crois que d'abord, alors quand je dis rencontre, c'est bien sûr au sens large. Quelqu'un qui vient, alors je ne parle pas de ceux qui venaient ici, hein, avant qu'il y ait le mémorial, qui sont nombreux. Le visiteur qui arrive aujourd'hui au mémorial, d'abord il voit des baraques, il voit un lieu. Et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse confiance au public, c'est que ces lieux, même si nous n'avons rien à dire, transmettent déjà quelque chose. Ils transmettent évidemment une émotion, mais ils transmettent quelque part la sensation forte qu'il s'est passé ici des choses qu'il faut interroger et qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Ce que nous avons à transmettre, c'est aussi ce que raconte le bâtiment. On ne va pas l'évoquer plus que ça, mais évidemment, ça a été dit ce matin, ce qui caractérise entre autres Rivesaltes, c'est que ce n'est pas le mémorial de la Shoah, ce n'est pas d'autres lieux. Ici, nous sommes sur les lieux du crime. C'est-à-dire que ce bâtiment ne se comprend qu'au travers de l'îlot des baraques. Et du coup, il faut aussi être très modeste et se dire que le lieu raconte, le bâtiment raconte. Et nous, on le voit parce qu'on a des visiteurs qui viennent parfois que pour l'architecture. Bon, après, évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça peut être aussi une entrée. Troisième chose, il faut qu'on provoque une rencontre par le récit de ce qui s'est passé. Vous l'avez vu ce matin dans l'exposition permanente. Nous avons fait des choix avec le conseil scientifique et le commissaire d'exposition, le scénographe, l'architecte, qui est de dire, première chose, espace ouvert,
pas de séparation des périodes, et on travaille vraiment sur l'idée de la convergence des mémoires. Ça, c'est un acte très important parce que pour nous, au quotidien, y compris, j'y reviendrai dans la troisième partie de ce que je vais vous dire sur la question de la pédagogie, forcément, c'est une exposition qui n'est pas facile, parce qu'elle est bruyante, parce que quand des classes viennent, alors je rends hommage à l'équipe qui est là, ils pourraient vous dire beaucoup mieux que moi que c'est compliqué, parce que c'est bruyant, parce que c'est très difficile de laisser une classe de 30 élèves en autonomie dans l'exposition, et que la table, enfin bon, il y a des choses que nous n'avons pas choisies, hein, qui étaient déjà dans la scénographie, qui font qu'il faut toujours qu'on soit inventif sur la manière dont on va proposer les parcours aux visiteurs, et notamment aux visiteurs scolaires. Dont le récit de ce qui s'est passé devait être, il devait y avoir une ligne conductrice, et ça a été assez compliqué, parce que quand vous avez comme ça unité de lieu, mais pas de temps ni d'action, avec des périodes très singulières, des conditions de vie, des statuts qui ne se ressemblent pas, même si évidemment personne ne choisit de vivre à Rivesaltes. Tout ça, il faut que nous, dans le récit de ce qu'on donne, dans la transmission de l'histoire de Rivesaltes, on doit être à la fois dans le respect de cette complexité, mais en même temps, on doit être dans un souci pédagogique, c'est-à-dire dans un souci de clarification, de simplicité, pour que les gens s'approprient le plus facilement possible cette histoire. Ça, c'est une donnée importante. Les rencontres, c'est aussi les rencontres avec les êtres humains. C'est pour ça qu'on a choisi aussi que l'exposition soit extrêmement incarnée avec les films, avec les témoignages, etc. Mais il y a une partie du projet de transmission qui se fait dans la rencontre avec l'autre. Parce que je pense que ça, c'est une chose, c'est une pierre angulaire très forte sur la définition du projet, c'est que, je vous en prie, c'est que les gens qui ont été internés ou qui ont séjourné ici ont été ostracisés, exclus du corps social, isolés, pour certains, envoyés dans des centres de mise à mort. Ça veut dire que la meilleure réponse qu'un lieu de mémoire puisse faire à cette idéologie de la peur, de la terreur et de la haine, c'est de dire que les rencontres que nous occasionnons, ça doit être fait aussi avec des témoins, par exemple, avec des œuvres d'art, par exemple, avec des rencontres culturelles, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on ne va pas réduire les gens qui ont vécu à Rivesaltes comme des victimes. Ils sont victimes et on ne va pas les réduire à leur statut de victime. On va montrer en quoi, quand ils étaient vivants, et ils le sont toujours pour certains, ils étaient porteurs d'une culture, de valeurs, de plein de choses, qu'il s'agit pour nous de transmettre aussi, parce que c'est par ce biais-là qu'on va permettre aux visiteurs non seulement de comprendre l'histoire de Rivesaltes, mais de comprendre ce qui est à l'œuvre dans ce qui s'est passé ici et ce qui survit, parce que je crois que ça c'est très important. Ce qui veut dire que tout ce qu'on va faire dans cette chose de la transmission via la rencontre au sens large va permettre de créer de la résonance constante entre la matière mortifère du camp et la persistance du vivant, de la culture, des valeurs que nous aimons ici, qui sont les nôtres et que nous défendons comme beaucoup de gens, même s'il y en a qui ne le défendent pas, nous on les défend. Ça se traduit par une chose qui est la question déjà de la programmation. Nous avons fait le pari que si nous voulions transmettre ce récit, il fallait qu'on transmette des singularités, camp singulier, projet singulier, des singularités de regard. Par exemple, nous avons une programmation où il se passe toujours quelque chose toutes les semaines à peu près, avec un axe scientifique, un axe artistique et un axe culturel. J'ai dit tout à l'heure qu'un des constats qui avait prévalu à l'élaboration du projet, c'était la complexité du monde. Il y a une chose qui est importante aussi pour nous, c'est de dire que si tout ce qui s'est passé à Rivesaltes doit se réduire à « vous voyez vraiment ce qui s'est passé, c'était pas bien hein », alors on aura transmis, mais quid d'aujourd'hui ?
C'est-à-dire il faut que nous considérions que cette matière, cette histoire, doit nous permettre de comprendre mieux le monde dans lequel nous vivons. Parce que les dizaines de milliers de personnes qui sont venues à Rivesaltes, aujourd'hui, il y a 70 millions de personnes dans le monde qui subissent des déplacements forcés de population. Il y a aujourd'hui un camp au Kenya qui fête son 50e anniversaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés il y a 50 ans dans ce camp et qui y sont encore. Il faut rappeler tout ça. Ça veut dire qu'il faut toujours que nous imaginions que les rencontres que nous proposons vont revendiquer une complexité et vont rendre compte de la complexité du monde, puisque nous ne pouvons plus nous permettre uniquement de traiter la question historique et mémorielle, excusez-moi, uniquement avec des historiens. Raison pour laquelle il y a une première acte qui a été posé, qui a été de remanier le conseil scientifique et qui a élargi à la transversalité des disciplines. Alors évidemment, il y a des historiens qui sont la colonne vertébrale de ce conseil, mais il y a aussi des sociologues, des philosophes, des psychanalystes, des médecins spécialisés sur les traumatismes de guerre, des gens qui sont profs à Sciences Po, des neuroscientifiques qui sont en train d'étudier dans quelle zone du cerveau se joue la mémoire, des sociologues. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que si le travail que nous faisons doit ouvrir les regards, ouvrir les compétences, parce que même si nous n'y arrivons pas, on peut échouer aussi, hein, on n'a pas la... Au moins, on aura essayé de poser le fait que si on veut transmettre, alors il faut transmettre de manière à créer des regards et à créer une intelligence du monde. Et cette intelligence-là, elle ne peut, selon nous, se passer que dans la question de la porosité des regards et du croisement des disciplines scientifiques. Deuxième chose, des artistes. Pourquoi? Parce que, alors pas pour faire chic, pas pour dire qu'il y a un supplément d'âme, parce que la fonction fondamentale de l'artiste, c'est pas de créer un supplément d'âme, c'est de déranger, c'est de poser des questions qui font mal, et c'est de poser des questions que les autres ne posent pas. Du coup, il y a des artistes en résidence, il y a des spectacles, il y a plein de choses toute l'année, qui vont créer pour les visiteurs, et notamment, j'en parlerai après, les publics scolaires, des événements, des rencontres qui vont être sensibles. Il ne s'agit pas d'être dans le pathos, il s'agit juste de dire qu'on peut aborder la complexité de l'histoire si on a vécu une expérience qui nous a bouleversés, émus, parce que du coup, on est avec son intelligence, mais on est aussi avec l'ouverture dont nous sommes capables en tant qu'humains. Il y avait par exemple, il y a 3 semaines, un mois, je ne me souviens pas, un spectacle qui s'appelle Macbeth, qui est un spectacle de marionnettes qui est un travail sur le Macbeth de Shakespeare, avec de l'objet qui raconte un couple de tyrans. Ben, quand des jeunes qui voient ça, je peux vous dire qu'après, quand leur prof leur parle voilà, du fascisme, d'Hitler, de Franco, évidemment, c'est une autre entrée. Ça veut dire qu'il y a une perception sensible qui va permettre intellectuellement d'entrer dans la matière historique différemment, mais qui va faire que les choses vont sédimenter. Ce n'est pas juste une connaissance, il y a aussi une expérience sensible. Enfin, la question culturelle, c'est la question des repères, c'est qu'il y a l'histoire du camp. Ça, c'est le factuel. Il y a toutes les problématiques, les grandes questions qui sont posées par l'histoire du camp. On a un philosophe qui s'appelle Marc Répon au Conseil scientifique. Moi, quand je viens ici, je me dis, mais bon, il y a la chronologie, mais ce camp interroge sur de quoi sommes-nous capables. Et ça, c'est bien d'en parler avec un philosophe. Du coup, c'est important de créer dans l'activité du projet du mémorial des espaces qui vont poser des questions aussi culturellement, qui vont permettre aux gens de mettre le factuel en perspective et de mieux le comprendre. Alors c'est par exemple d'inviter des personnalités dont le parcours professionnel croise les grandes questions de Rivesaltes et de leur faire rencontrer les publics, pas du tout pour faire une conférence comme j'essaie de faire en ce moment,
mais pour échanger sur des parcours. Alors, je ne sais pas, on a reçu par exemple Robert Guédiguian l'année dernière. Moi, une question qui me passionne, c'est de dire à Robert, mais Robert, toi, en tant que fils d'Arménien, est-ce que ton parcours artistique, politique, s'élabore dans la conscience que tu es le fils d'un peuple génocidé? Il me dit, mais pas du tout. Moi, je me faisais traiter de sale boche quand j'étais en classe. Je ne me suis jamais fait traiter de sale arménien. Ma mère est allemande, je me suis fait traiter de sale boche. Vous voyez, c'est-à-dire que du coup, ça remet en question aussi les représentations qu'on a des gens. Et quand on reçoit, voilà, là on reçoit Boris Cyrulnik dans 15 jours, voilà, l'idée c'est qu'on va multiplier les regards de personnes qui vont permettre au public d'aborder une des questions qui est posée par l'histoire du camp, mais qui n'est pas immédiate à la visite. La question de la résilience, la question de comment on se construit soi-même, bon, qui est propre évidemment à Cyrulnik, elle n'est pas évidente dans l'exposition permanente. Vous voyez, c'est de faire tout ce travail de transmission et de passerelle entre le méta du camp et ce que les gens peuvent en comprendre. Alors, ça c'est la première chose, c'était la question des rencontres. Le deuxième axe fort de cette question de la transmission, c'est la question des chemins. Une fois que les gens sont venus pour rencontrer, c'est très bien, mais il ne faut pas se contenter de ça, parce que on peut être dans des pratiques de consommation mémorielle et culturelle. Donc la question qui se pose, c'est comment ce qui s'est passé ici doit nous permettre de créer des parcours d'accompagnement avec les publics. Parce que si une rencontre avec une œuvre, avec une exposition, avec une personnalité, avec un film qui est dans l'expo est immédiate et peut-être même fulgurante, un regard, une conscience se construit dans la durée. Donc la question qui se pose à nous, c'est dans notre travail de transmission, comment accompagner les publics, et quand je dis les publics, c'est tous les publics, sur des parcours qu'ils peuvent faire après être venus sur le lieu. Alors je dis les publics, parce que je pense que, enfin, je vais en venir après au public scolaire, mais c'est parce que je voulais contextualiser ça dans l'ensemble du travail qu'on fait ici. Quand on dit les publics, c'est les publics. Vous savez, il nous faut une grande souplesse tous les jours, une grande capacité d'adaptation, parce qu'il y a autant d'attentes que de personnes. Quand vous avez par exemple des gens qui viennent des États-Unis, avec leur famille, qui ont traversé l'Atlantique, qui vivent à New York, qui viennent ici, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, parce qu'ils ont interné ici en 1942, que leurs parents, que leur mère est partie à Auschwitz, et qui se sont retrouvés seuls sur le camp, qui n'en ont jamais parlé à leur famille, jamais, et qui viennent à 80, 85 ans, pour dire ici, à leur famille, ce qu'ils ont vécu. Quand vous avez des femmes harkis qui viennent nous dire « mais moi j'ai enterré mon enfant là et je vis avec ma famille », quand vous avez des groupes qui viennent de juifs, de harkis, bon, évidemment que nous, à ce moment-là, on ne doit pas avoir la même attitude, la même conception de l'accueil des publics et de leur accompagnement que quand il s'agit d'élèves, c'est-à-dire pour nous de publics, alors parfois on dit contraints, parfois on dit empêchés, c'est-à-dire de jeunes qui n'ont pas choisi d'être là, ou quand on accueille des clubs de troisième âge, ou quand on accueille des locaux des gens qui vivent ici, qui disent « ah mais avant, alors on ne comprend pas, avant c'était pas comme ça, avant on rentrait par la route de Poule, pourquoi vous avez tout changé ?» Vous voyez, c'est que ce mémorial, il a mis 18-20 ans à se faire, forcément, chaque visiteur le voit différemment, on attend des choses différentes, et parfois les visiteurs viennent vérifier que le mémorial tel qu'il est aujourd'hui correspond bien aux fantasmes qu'ils en ont. Donc il faut que nous, on soit extrêmement attentifs et extrêmement diplomates, extrêmement pédagogiques pour le coup, et extrêmement, respectueux et, alors je vais dire un mot idiot, aimant, mais enfin, il faut qu'on considère vraiment les publics comme ils sont, parce que chaque fois, ça ne va pas être la même chose. Vous voyez, quand vous avez, on a vaguement évoqué ce matin la question des comportements dans la salle d'exposition, quand vous avez des groupes de jeunes qui peuvent faire du bruit dans l'expo et que vous avez en même temps
un monsieur qui vient avec sa famille et qui peut être dérangé, ben ça, pour nous, c'est une question. Donc, comment on fait avec ça? Parce que quand vous avez quelqu'un qui dit « moi, j'aimerais bien me recueillir et prier », bon, ben, voilà, on dit bon, on ne peut pas vous faire un kaddish ou une prière devant tout le monde, on va vous mettre dans une salle, voilà, à l'abri. Vous voyez, il faut qu'on prenne en compte non seulement ce qui s'est passé, mais l'humain, et aussi l'humain qui se perpétue. Et donc ça, c'est vraiment un travail extrêmement, qui demande beaucoup d'attention et de doigté. Pour accompagner tous ces publics-là, il y a un deuxième mot important, une deuxième notion importante, c'est qu'il faut, et je peux vous dire, l'équipe est là, je ne pense pas qu'ils me démentiront, la grande difficulté de notre travail, c'est que tous les jours, il faut qu'on crée et qu'on fabrique du temps. Parce que quand vous dites accompagnement des publics, et de publics très variés, comme je viens de vous l'indiquer, il faut qu'on puisse créer du temps pour la rencontre, créer du temps pour travailler ensemble. Parce que si on veut éviter le consumérisme mémoriel, alors il faut qu'on dise aux gens, bon, venez, on s'est rencontrés parce que vous êtes venus voir une expo, etc., mais on vous écoute, est-ce que vous avez un projet, comment vous voulez travailler avec nous? Et ça suppose aussi de s'abstraire momentanément de l'histoire du camp et de nos activités quotidiennes qui sont très, très chronophages pour élaborer des projets qu'on construit ensemble. Et ça, c'est une chose très difficile parce que nous vivons à 100 à l'heure, nous avons des activités, on fait du saut à l'élastique toute la journée, on passe d'une chose à l'autre et c'est très compliqué. Et du coup, c'est difficile de maintenir cette temporalité très particulière et chaque fois réinventée avec les publics différents avec lesquels nous travaillons. Alors, il faut qu'on soit donc à l'écoute des attentes des publics. Ça veut dire, par exemple, on disait ce matin, il y a eu un débat là-dessus, on ne fait pas de visite guidée. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de visite guidée? Pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais parce que, de toute façon, la nature des publics nous incite à ne pas formater une visite qui serait la même pour tous, c'est pas possible. Quand vous avez un groupe de harkis qui vient visiter le mémorial, évidemment, eux, ils vont commencer par la fin de l'exposition. Ils ne vont pas commencer par l'Espagne. Mais ce qui va être une force, c'est que s'ils font le parcours à l'envers, c'est une lecture possible. Quand nous travaillons beaucoup avec la question des migrants aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vous expliquerai après. Quand vous avez des gens qui s'intéressent à la question des déplacements forcés de population aujourd'hui, on va commencer par le dernier panneau. Et on va leur montrer que le dernier panneau répond à ce qui s'est passé à la Retirada en 1939. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on invente chaque fois des parcours différents et surtout, quand je disais qu'il faut être modeste, c'est qu'il faut faire confiance aussi, de la même manière qu'il faut faire confiance au site, qu'il faut faire confiance au bâtiment, qu'il faut faire confiance à l'intelligence du public, il faut faire confiance à l'exposition. Ce matin, je vous ai laissé librement circuler. On le fait tout le temps. Pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que vous faites, mais parce qu'on sait bien que cette matière, elle est douloureuse, elle est lourde, elle est compliquée, et que vous n'allez pas pouvoir en 2 heures voir tout. Vous allez faire des choix. Ce sont les vôtres. Il faut qu'on laisse le visiteur libre de son parcours. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens comme ça, si pote moro, sans rien. Ça veut dire qu'après, chaque fois qu'on fait une visite de groupe, la visite est accompagnée, si elle n'est pas guidée, c'est-à-dire qu'on donne les principes de scénographie, construction, dramaturgie de l'exposition, mais après, chaque fois, et voilà, peut-être l'équipe pourra parler aussi, non, c'est bon. Il y a un débriefing dans l'auditorium, de manière à ce que ce ne soit pas toujours les meilleurs de la classe qui posent les questions et ceux qui n'osent pas parler qui restent en retrait. Vous voyez, c'est l'idée, c'est qu'on crée un espace de réflexion collective. Et c'est ça qui est important selon nous. Il faut du temps pour accompagner, ça veut dire qu'il faut, quand je dis qu'il faut fabriquer du temps, il faut aussi travailler sur des temporalités différentes. Si on veut que le projet du mémorial ne soit pas qu'une programmation, parce que vous savez, c'est très facile de faire une programmation. On appelle machin, on appelle truc, et alors on dit, alors tel jour il y aura machin, tel jour il y aura truc, tel jour, bon, ouais, très bien. Ça, c'est du VIP.
c'est sans intérêt. Ce qui compte, c'est que quand on va accueillir Boris Cyrulnik, quand on va accueillir Lilian Thuram, quand on va accueillir, bon, bref, Benjamin Stora l'année prochaine, avec Trajectoire, et on s'en félicite. L'intérêt, c'est pas qu'il y ait, enfin, l'intérêt, c'est très bien qu'il y ait Benjamin Stora. La question, c'est que comment on va multiplier des espaces de rencontre entre Benjamin Stora ou Lilian Thuram ou Guédiguian avec des publics. Ça veut dire que ça, c'est des projets qu'il faut qu'on élabore sur des temporalités courtes, une après-midi, 2 jours. Il faut aussi qu'on dise, il y a des choses qui sont repérables au mémorial. Ces nuits du mémorial, c'est tous les 2 mois. Il faut qu'on fidélise les publics, parce que fidéliser les publics, c'est faire en sorte que les gens se construisent des parcours pour se construire eux, et quand ils auront rencontré Guédiguian, Cyrulnik, etc., ils vont faire un parcours intellectuel. Pas parce que nous, on est plus fort que les autres, hein. On n'est pas plus fort que les autres, on est comme vous, comme tout le monde. Mais parce qu'on aura permis, via ces rencontres, via le temps qu'on leur accorde, que les gens inventent des projets par rapport à leurs problématiques à eux, par rapport à leurs attentes et par rapport à leurs contraintes. Et c'est ça qui est important. Du coup, il s'agit de travailler à des vitesses différentes qui sont à la fois dans des choses courtes, mais aussi sur des projets qui parfois prennent des mois. Je vous donne un exemple. On a accueilli dans l'exposition temporaire l'année dernière, cette année, un photographe qui s'appelle Mathieu Pernaut, qui est un photographe magnifique, qui a beaucoup travaillé sur les gitans et qui travaille là dans les pays du monde entier sur la question des migrants. Mathieu est resté en résidence pendant 1 mois ici, puisque l'exposition dure 6 mois, et grâce à l'équipe, les contacts qu'on a avec l'équipe, il est allé au CADA de Saint-Paul-de-Fenouillet, rencontrer des migrants qui arrivaient de Calais et qui étaient là. On a fait une deuxième expo qu'on a exposée ici, et du coup on se lance dans la création d'une banque de données de témoignages de migrants d'aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, c'est que les projets d'accompagnement, ils se construisent jour après jour au fil du temps, en fonction de paramètres qu'on ne connaît pas au départ. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très très souple. Dernière chose avant d'aborder la question de la pédagogie, je ne sais pas. 5 minutes, ça va. Si on n'est pas une forteresse, si on n'est pas un lieu de culture qui est dans l'entre-soi avec des gens toujours convaincus, il faut aussi qu'on aille rencontrer les gens là où ils sont. Et ça, c'est le travail aussi. Il s'agit qu'on mette en place des expositions, des spectacles, des lectures, des tas de choses qui vont nous permettre d'aller sur le territoire, de rencontrer les gens là où ils sont, pour leur parler de l'histoire du camp de Rivesaltes ailleurs que dans les murs, parce que ça aussi c'est important. Vous savez, je pense que c'est pareil avec Dominique, et on pourrait en parler avec Jacques Fredge, enfin. Les lieux de mémoire, il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas. Ce n'est pas le cas de vous ici, mais on est entre eux de soi. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le mémorial de Rivesaltes, c'est une honte, que c'est de l'argent public, que c'est une danseuse qui coûte de l'argent alors qu'on pourrait dépenser des sous beaucoup plus intelligemment sur les chômeurs. Bon, je ne vais pas revenir sur le discours populiste, vous le connaissez. Mais on a un travail de conviction à faire, et ça c'est un engagement politique, de dire ce qui s'est passé ici, cette mémoire, elle appartient à tout le monde. Et puisqu'elle appartient à tout le monde, alors il faut à ce moment-là qu'on aille là, dans les lieux les plus improbables, par des différents médiums, de manière à pouvoir porter au dehors ce qui s'est passé ici. La question des publics scolaires et de la pédagogie. La pédagogie, c'est pour moi une partie absolument essentielle du travail, puisque, évidemment, le public auquel nous tenons le plus, c'est le public jeune. Alors, je ne vais pas vous raconter que c'est les adultes de demain, etc. hein. Mais c'est que si on n'arrive pas à transmettre ce qui s'est passé ici à ces jeunes citoyens qui sont souvent dans une grande incertitude sur le monde, dans une grande crise de repères sur tout ce veau, Thierry en parlait ce matin, dans un bain médiatique constant sur les idéologies de la peur, de la méfiance, etc. Évidemment, ce sont les publics auxquels nous attachons une très très grande importance. Nous avons la chance ici d'avoir un service éducatif composé de 6 enseignants. C'est énorme et nous en sommes très heureux.
On en est d'autant plus heureux que nous avons obtenu le service éducatif que nous voulions, c'est-à-dire des profs, enfin, des instits du premier degré, puisque nous commençons les visites ici à partir de 6 ans, sur des modules évidemment pensés, réfléchis, exprès pour les enfants, des profs de collège, des profs de lycée. Ce qui est important, c'est que nous avons des profs d'histoire, mais nous avons des profs de lettres, nous avons des profs d'art plastique. Vous voyez, quand je vous disais qu'on avait décloisonné le conseil scientifique, ça se traduit aussi sur la question pédagogique. C'est qu'un prof d'art plastique, il a plein de choses à faire ici. Un prof de lettres, Thierry l'a abordé ce matin, on fait aussi des rencontres littéraires. C'est par la littérature qu'on va entrer. Et du coup, l'idée, c'est que alors, le travail qu'on mène avec ce service éducatif, il est très important parce que nous avons un rôle de transmission. Et les visites accompagnées, ce ne sont pas les profs du service éducatif qui les font, évidemment. Mais il faut qu'on soit en lien constant pour se poser ensemble les questions. Et je peux vous dire que, pour moi, la question de la pédagogie, s'il y a une devise, c'est se prendre la tête ensemble. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, sans arrêt, s'interroger sur ce qu'on fait. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce que ça nous paraît adapté? Et ça, c'est toujours pareil, c'est une construction constante de liens entre des enseignants dont c'est le métier, qui sont professionnels de ce qu'ils font, et nous, qui sommes professionnels dont c'est le métier sur la question de l'action culturelle et artistique. Et c'est dans ce creuset permanent, ce laboratoire permanent d'expérience et de réflexion que nous menons nos projets pédagogiques. Alors, j'ai plus que 5 minutes, donc voilà, je vais pas continuer là, parce que je pense qu'après, on aura l'occasion peut-être d'en discuter. Nous essayons d'avoir une pédagogie qui implique les enseignants. Ce matin, quand Thierry Duclerc parlait de la pédagogie de projet, nous incitons les profs, quand ils disent qu'ils veulent faire une visite, à dire bah oui, ok, vous venez, mais vous nous rencontrez. Il y a un dossier pédagogique en ligne, il y a un centre de ressources, il y a des ateliers que nous proposons, il y a la programmation. Vous venez voir l'histoire du candidat, mais est-ce que ça vous intéresserait de rencontrer Boris Cyrulnik? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un photographe dans votre classe ou un spectacle dans votre classe? De manière à, voyez, toujours se dire qu'il y a l'histoire, il y a le projet, et que tout est matière à transmettre aux élèves. Nous travaillons, alors, voyez par exemple, j'ai bientôt terminé, il me reste quoi? 1, 2? Non, 0. Avant la conclusion. Hier, pour répondre à la question que posait Nicolas Marty, hier nous avons fait une réunion avec l'ensemble des profs qui sont venus visiter le mémorial depuis 1 an. Ils ne sont pas tous venus, bien sûr. Il y en a qui venaient de Carcassonne, de Montpellier. Bon. On leur a dit, voilà, nous, on voudrait vous rencontrer parce que vous êtes venus au mémorial avec vos classes. Nous, on voudrait vos retours. Faites le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et on vous écoute. On les a écoutés pendant 1 heure, hein, Elodie, c'est ça? Parce que nous, forcément, alors bon, il se trouve qu'on n'était quand même pas mécontents parce qu'en général, ils ont dit qu'ils étaient plutôt satisfaits et que les critiques qu'ils ont faites, on les partage. Hein. Mais du coup, vous voyez, c'est de dire, voilà, venez, on vous écoute. Ce n'est pas juste un lieu où vous venez, on ne vous demande pas que d'amener vos élèves, que de remplir les salles. Vous êtes des vrais partenaires. Donc, si on peut s'améliorer, et c'est comme ça, Nicolas, par exemple, qu'on les a écoutés, on va tenir compte de ce qu'ils ont dit de manière à faire mieux l'année d'après. Et du coup, on leur dit, voilà, l'année prochaine, il y aura ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que quand je dis qu'il faut fabriquer du temps et que c'est, à mon avis, je pense que c'est une notion partagée par certains dans l'équipe, il faut aussi qu'on anticipe. Il faut aussi qu'on arrive à préparer les choses longtemps à l'avance. En conclusion, voilà, j'ai juste brossé, hein, je vous ai juste donné les grandes lignes des choses parce que je ne suis pas entrée dans le détail, mais ce qui compte pour nous, c'est que par rapport à ce qui s'est passé ici, on soit un lieu d'échange, on soit un lieu de débat. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la société civile sur des questions aussi sensibles que celles qui sont à Rivesaltes, où on peut, de manière très démocratique, respecter l'autre, écouter sa parole et le laisser s'exprimer. Et c'est vraiment ça qui est pour moi la clé de voûte du projet de transmission et du projet pédagogique du mémorial.
c'est de laisser le vivant gagner sur la mort, c'est-à-dire de laisser l'intelligence, le sensible s'exprimer, échanger pour créer du lien et construire ensemble. Voilà, je vous remercie.